Monsieur Clossa, de nous accepter dans cet entretien avec l'Université populaire européenne de Grenoble. Alors, vous avez beaucoup de qualités, bien sûr. Vous avez un parcours européen comme Sherpa au sein de la Commission européenne. Vous avez aussi dirigé, au fond, l'Union européenne des radios et télévisions. Donc, ça fait beaucoup aussi. Vous êtes très investi sur les sujets européens. Vous êtes à l'origine de la création d'Europa Nova en 2003, si j'ai bien vu aussi. Maintenant, vous en avez été le président. Maintenant, vous êtes le président d'honneur. Et vous êtes aussi impliqué depuis très longtemps sur les questions numériques. Alors aujourd'hui, et je n'ai pas oublié non plus votre petit livre sur une jeunesse européenne de 2014. Alors, c'est vrai qu'au moment où se prépare la Convention sur l'avenir de l'Europe, l'Université populaire européenne de Grenoble s'est donné un peu comme mission de mieux connaître ce que pensent les personnalités européennes de cette Europe du futur. Donc, interroger comment vous voyez l'Europe du futur, c'est ça l'idée générale de cet entretien. Alors, pour les questions, la première question, c'est, au fond, la pandémie du Covid-19 n'est-elle pas une réelle opportunité pour améliorer, en quelque sorte, l'Union européenne? Cher Henri Oberhof, d'abord merci d'avoir pensé à moi et c'est un grand honneur de pouvoir participer à cette série d'entretiens pour les universités populaires. C'est quelque chose qui me tient à cœur et je crois qu'on se connaît maintenant depuis une quinzaine d'années, la dernière présidence française de l'Union européenne que j'ai eu le bonheur de porter auprès de Jean-Pierre Jouyet. Moi, je pense que depuis que l'on me parle Europe, en fait, on me parle crise. J'ai l'impression que ces 20 dernières années, il y a eu 15 crises et que chacune était une crise existentielle qui devait remettre en question le projet européen. Je me rappelle, au début des années 2000, c'était la crise en Irak qui a montré des divisions effroyables. Ensuite, il y a eu la crise avec les non-français et néerlandais qui a bloqué totalement les institutions. Ensuite, il y a eu crise géopolitique avec la Russie, et crise économique et financière en 2007, 2008, 2009, 2010, et puis la crise grecque, la crise migratoire. Aujourd'hui, il y a la crise du Covid. J'en ai oublié quelques-unes. Mais moi, ce qui me frappe en fait dans le projet européen, dans le narratif, c'est qu'on m'a raconté une histoire qui, à mon avis, n'est pas la vraie histoire. C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris dans les livres et ce que j'ai appris dans les institutions, c'est que l'Europe est née de l'ACK le 9 mai 1950, et puis on a créé les CE, donc les communautés économiques européennes, et puis en 92 l'Union européenne, et en 2007 le traité de Lisbonne pour lequel j'ai joué mon petit rôle. Et ma pratique de l'Europe, c'est que on nous raconte qu'un pilier de l'Europe qui est un pilier qui n'est pas très attractif, qui est le pilier institutionnel et économique. Et la vérité, en tout cas, telle que je l'aperçois et telle que j'ai commencé à l'écrire dans une jeunesse européenne, mais mon expérience à l'UER, l'Union européenne de radio et de télévision, qui a été créée en 1950, a été décisive, c'est qu'en fait, à la fin de la guerre, il y avait partout en Europe des gens qui se sont dit on ne veut plus qu'il y ait de nouvelles guerres, mais surtout on veut inventer un monde nouveau. Et on veut que ce monde nouveau soit fondé sur la coopération, que pour les Français et les Allemands, évidemment, il fallait faire la réconciliation franco-allemande, mais pour les autres, il fallait se réinventer ensemble. Et partout sur ce continuum, il y a eu des volontés d'écrire une nouvelle page commune de cette histoire et partagée. Et derrière le pilier institutionnel, le pilier économique, il y avait le pilier des juristes qui ont créé la Convention européenne des droits de l'homme. Il y avait le pilier des gens des médias qui ont créé l'Union européenne de radio-télévision en 1950. Il y avait tous ces grands scientifiques de l'Europe qui avaient vu une partie des grands chercheurs, des grands ingénieurs tués dans la Shoah ou partir aux États-Unis ou en Russie, qui se sont dit on va créer le CERN en 1954. Il y a eu les sportifs qui se sont dit, ils ont vu les Américains, par exemple, se dire on va faire du football à l'européenne. On a créé l'UEFA. Très souvent, on n'évoque pas toutes ces structures. Et la vérité, c'est que l'Europe d'après-guerre est une dynamique humaine et collective avec différents piliers. Un pilier, en effet, institutionnel et économique, un pilier juridique, un pilier audiovisuel, un pilier sportif et, plus globalement, une politique humaine. Et si l'Europe
a réussi à résister, et quand je dis Europe, c'est la construction européenne qu'on appelle Union européenne, a réussi à résister à autant de crises, c'est que derrière, il y avait une dimension humaine qui dépassait la dimension institutionnelle. Et cette dimension humaine, elle a été encore à l'épreuve dans cette crise du Covid. Alors, que change la crise du Covid par rapport aux autres crises? Je crois trois choses. La première, c'est que elle a mis en évidence quelque chose que moi j'avais senti en 2003 à l'occasion de la création d'Europa Nova, c'est que les Européens allaient être de plus en plus seuls dans le monde. Et on a vu d'un côté que ceux qu'on pensait être nos alliés chinois se sont révélés des sources de désinformation Bien sûr, bien sûr. et de désordre, et qu'on ne pouvait pas compter non plus sur nos alliés américains. Et donc on a perçu cette solitude, mais qui était déjà en germe et qui était déjà une réalité en progrès depuis plus d'une quinzaine d'années. Et en même temps, on a perçu notre vulnérabilité et le fait que, en matière sanitaire, d'abord, on manquait d'informations de qualité. Je pense que là, il y a un vrai sujet, c'est qu'il faut créer peut-être l'Europe de la santé, mais d'abord une information de vraie qualité sur les cellules humaines qui nous permettent d'améliorer radicalement la compréhension de la santé des gens et la manière de les soigner et de suivre les épidémies, les pandémies, les cancers, etc. La technologie, et je connais bien les problématiques d'intelligence artificielle, Oui. permet cette révolution, il faut qu'elle ait lieu en Europe. Les autres choses qu'ont montré la pandémie, c'est qu'on était dépendant aussi extrêmement d'entreprises multinationales numériques mondiales qu'on appelle les GAFA pour s'informer, pour échanger via des messengers, Zoom, WhatsApp, etc., pour commercer, pour développer, pour les boutiques qui vendaient, qui étaient ouvertes, elles ont développé leur façade en ligne sur Amazon, et on a compris on était dans une vraie relation de dépendance. Pas seulement pour les médicaments, mais pour plein d'actes de notre vie ensemble, l'échange, le commerce, la démocratie, l'information, qui sont fondateurs de nos sociétés européennes libérales. Et puis, le troisième changement, c'est qu'on a vu qu'on pouvait s'organiser et appréhender les choses différemment, notamment via le télétravail, qui change tout, mais qui pose un vrai sujet au niveau des inégalités ou des égalités. C'est que selon la taille des appartements, selon le métier, selon la réalité familiale, selon les ressources, eh bien, selon l'endroit où l'on habite, en ville ou à la campagne, on ne vit pas du tout les choses de la même manière. Et donc, ça a mis en évidence des inégalités qui sont parfois insupportables. Alors, l'Europe là-dedans, elle a prouvé que après un temps d'attente qui aurait pu être catastrophique, qu'elle était capable de réagir avec à la fois de la coopération en matière sanitaire, bien mieux que dans des fédérations comme les États-Unis ou le Brésil, il faut le souligner. Les Américains ont été beaucoup plus lents à réagir et ont été beaucoup moins solidaires que nous, les Européens, qui ne sommes pas une fédération. Mais ça a été quand même insupportable pour les citoyens européens, notamment les plus touchés, de voir ces semaines qu'on a perdues. On a perdu des mois ailleurs. Et aussi, pour la première fois, parce que tout le monde était touché de la même manière, on est sorti de la querelle entre les fourmis du Sud, pardon, les fourmis du Nord et les cigales du Sud, entre les catholiques et les protestants, pour se dire qu'il y avait une solidarité collective et qu'on avait intérêt à préserver notre acquis, notamment le marché intérieur qui fait notre puissance. Et puis le dernier élément, c'est qu'on a vu que notre voisin britannique, eh bien, qui n'a pas voulu profiter de toutes les facilités européennes que les Européens lui ont proposées, il s'en est plutôt beaucoup plus mal sorti parce que cette crise requiert une vraie coopération. Alors, autre élément qui me paraît intéressant, qu'est-ce qui vous inspire en quelque sorte ce recours fréquent à l'idée d'une souveraineté européenne? Si elle peut se faire, dans quel domaine éventuellement? Mais pourquoi utiliser ce nouveau thème de la souveraineté européenne? Alors, le thème de souveraineté, moi, il ne me déplaît pas, mais à condition qu'on le spécifie et qu'on ne le mette pas à toutes les sauces.
Et pour moi, le sujet de souveraineté, c'est la capacité de décider ensemble, souveraineté en démocratie, hein, dans nos sociétés dites libérales, c'est-à-dire qui disposent de systèmes d'information libres, qui supposent des débats rationnels et argumentés, et qui font confiance à l'individu pour définir un intérêt collectif, un intérêt général, et qui préservent les minorités. C'est ça notre système. Et donc, pour moi, dans ce contexte-là, la notion qui est fondamentale, c'est la notion de souveraineté démocratique, c'est-à-dire la capacité de prendre des décisions collectives de manière rationnelle et informée avec de vrais débats. Et à l'heure numérique, c'est clé parce que ça suppose d'avoir des médias libres et des gens éduqués. Et on voit que la transformation numérique, en fait, a fragilisé nos médias, que pour accéder au contenu, on doit passer par des intermédiaires, alors qu'on appelle parfois les gatekeepers, les gardiens de porte, mais qui filtrent les informations, dont les algorithmes, en fait, donnent priorité à certaines informations et à pas d'autres, et ça, c'est problématique. Et si pour moi, il doit y avoir un premier sujet de souveraineté, elle est médiatique, c'est-à-dire ou informationnelle. Nous devons disposer d'une information de qualité parce que nos sociétés libérales d'après-guerre, tirant parti des erreurs du passé, sont fondées sur une démocratie informée et une économie sociale de marché. Et dans les deux cas, on a besoin d'une information de qualité, pluraliste, critique, à la base. C'est ça, pour moi, la souveraineté. Et après, il y a différents niveaux de souveraineté, c'est-à-dire qu'il y a des questions, il y a des choix collectifs qui se font au niveau de la localité, de la ville, il y a des choix collectifs qui peuvent se faire au niveau de la région, du Länder, de la province, de l'État fédéré. Il y a des choix collectifs au niveau de l'État, et puis il y a des choix collectifs au niveau du monde, et je dirais de l'Europe, et je dirais même au niveau du monde. Et donc il y a différents niveaux de souveraineté qui doivent s'articuler. L'important, c'est d'être en situation de prendre des décisions sur des choix. Et il y a des choses dont on sait qu'on ne peut pas prendre décision à l'échelle nationale, par exemple en matière climatique, par exemple en matière d'intelligence artificielle. On voit bien aussi qu'on avait des stratégies industrielles pour soutenir les médias à l'échelle nationale, mais à partir du moment où les plateformes de distribution sont multinationales, qu'on peut avoir, grâce à la traduction automatique des contenus traduits dans toutes les langues, que la numérisation enlève les frontières entre ce qui est un journal, une radio, une télévision, tout ça perd du sens. Bien sûr. Et la notion de souveraineté, elle évolue aussi avec les moyens technologiques. La souveraineté athénienne n'a pas le même sens que la souveraineté européenne d'aujourd'hui. Pour reprendre la formule de Michel Devoluy, est-ce qu'il faut oser les États-Unis d'Europe, ou est-ce que c'est une vision sans avenir? Écoutez, ce serait une dernière question. Il y a deux questions. Il y a les États-Unis d'Europe. Enfin, est-ce que le nom importe ou pas? Et le sujet, c'est est-ce qu'il faut oser, pour moi, de faire de l'Europe une vraie puissance démocratique, multinationale, capable de conjuguer souveraineté nationale et souveraineté européenne, et capable d'innover. Et pour moi, le sujet aujourd'hui, c'est faire l'unité de l'Union. Et j'ai même envie d'enlever le mot européen, on n'en a pas besoin. Et puis, nous ne sommes pas l'Europe, nous sommes l'Union, puisque l'Europe intègre la Russie. C'est faire l'unité de l'Union par tout moyen, en valorisant la diversité de cette Union européenne. Et il se trouve, miracle de la technologie, qu'on va pouvoir parler chacun sa langue en se faisant comprendre grâce au progrès exponentiel de la traduction automatique. Et ce qui me semble important, c'est qu'on a un capital commun. On a un capital commun de valeurs qui sont une certaine importance qu'on attache à la dignité de la personne humaine, qui est fondatrice de notre civilisation européenne d'après-guerre avec l'interdiction de la peine de mort, parce qu'il y a l'idée que
l'État peut devenir totalitaire et donc condamner à mort des gens sans raison ou pour des raisons politiques, qu'on peut faire une erreur sans pouvoir revenir en arrière. Donc cette idée de la dignité de la personne humaine et de l'interdiction de la peine de mort, qui n'existe pas aux États-Unis de la même manière, pas en Asie de la même manière, c'est quelque chose qui est vraiment fondateur d'une civilisation qui est une civilisation partagée. L'attachement qu'on a à notre territoire et au développement durable, qui est plus fort en Europe que partout ailleurs, et qui est lié à la fois à la beauté et à la diversité de notre patrimoine et à notre étroitesse. Il faut prendre conscience que c'est aussi fondateur d'une identité partagée. Vous êtes vraiment optimiste. Donc moi je suis optimiste, mais à une condition, c'est que la Ligue des optimistes s'organise ou se réorganise et que l'Europe s'incarne. Parce qu'il n'y a pas d'union sans incarnation politique. Et si Giscard avait un regret, Giscard qui a joué un rôle clé dans le projet européen, et même pour Europa Nova, puisqu'il avait choisi Europa Nova le 3 juin 2004 pour sa première présentation auprès du grand public, et notamment des jeunes Européens, de son texte, du texte pour une constitution pour l'Europe, c'est qu'il n'y aura pas d'union sans expérience européenne et sans incarnation européenne. Et s'il y a juste une chose que je souhaite, et pour lequel je me bats depuis 12 ans, et malheureusement je n'ai pas réussi, j'ai réussi sur beaucoup de choses à faire passer des idées, c'est un Erasmus des collégiens. Parce que ma conviction, c'est que chaque Européen doit avoir ne serait-ce qu'une semaine, une expérience même courte, dans un autre pays. Une semaine à 8 ans dans un autre pays dont on ne parle pas la langue et dont on ne connaît pas la culture, c'est la possibilité, comme le disait Lévinas, de percevoir l'altérité de l'autre et en même temps sa ressemblance, et de voir que nous faisons partie d'une même communauté. C'est cette expérience un peu plus tardive qui m'a donné la conscience d'être européen et qui m'a donné la conscience de la beauté de ce que nous construisions, mais de ce que nous construisons. Mais si elle n'est pas partagée, ça ne vaut rien. Et ma deuxième conviction, c'est qu'il y a cette conférence pour l'avenir de l'Europe, Henri, dont vous avez parlé au début, mais le sujet de cette conférence, ça doit être où a-t-on envie d'être ensemble dans 20 ans, en 2050 ? Et à partir du moment où on sait où on veut être ensemble, eh bien on mettra tous les moyens, la technologie, les finances, les institutions, vers ce projet commun. C'est là que cette conférence, elle aura un sens pour construire un avenir collectif et refaire rayonner l'Europe, ou faire rayonner l'Europe comme la première puissance démocratique, multinationale, multilingue du monde, portée vers l'avenir. Merci, cher Guillaume Clossat, de nous faire partager votre conviction européenne. Merci beaucoup. Merci infiniment de votre invitation. Au revoir, Henri. Ça va ?